Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé pourra se représenter à la présidentielle de 2020 et à celle de 2025. Les députés ont entériné la révision constitutionnelle prévoyant la limitation du nombre de mandats présidentiels, disposition non rétroactive. Le Front social en ébullition au Bénin, les revendications portent sur les conditions de travail, mais aussi sur les violences post-électorales. La CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs, annonce une grève générale le 15 mai. L'électricité pour tous, l'État ivoirien ambitionne d'atteindre 100% de sa population raccordée à l'électricité d'ici à 2025, contre près de 80% actuellement. Mais avant de développer ces titres, le Fonds monétaire international et la République du Congo qui sont parvenus à un accord. Après 2 ans de négociations, le gouvernement va désormais pouvoir bénéficier d'un programme d'aide. Une décision attendue, un appui financier en vue de permettre à la République du Congo de redresser une économie affectée par la baisse des revenus pétroliers. L'accord doit maintenant être présenté au conseil d'administration du FMI pour examen et décision, indique l'institution. Au Togo, la révision constitutionnelle est validée par le Parlement. La réforme prévoit une limitation du nombre de mandats présidentiels, mais qui permet à l'actuel président depuis 2005, Faure Gnassingbé, de se représenter aux 2 prochains scrutins, en 2020 d'abord et puis en 2025. Cette révision a été approuvée par une assemblée dont les 2/3 appartiennent au parti au pouvoir. Reportage notre correspondante Emefa Kofi. La nouvelle constitution togolaise, suivant les réformes introduites par le gouvernement, a été votée à l'unanimité ce mercredi 8 mai 2019. Des amendements ont été portés aux articles 52, 59, 60 et 100 de la constitution du 14 octobre 1992. Nous pouvons estimer que c'est un pas en avant. Il s'agit notamment de la limitation du mandat présidentiel et du scrutin à 2 tours. Des éléments pour lesquels nous nous sommes beaucoup battus et, comme je le disais, pour lesquels nous avions quand même la certitude que le pouvoir en place ne pouvait certainement plus faire marche arrière. Au total, 29 articles ont été modifiés dans la Constitution du 14 octobre 1992. L'article 59 qui porte limitation du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une seule fois n'est pas rétroactif. Par conséquent, le président Faure Gnassingbé a la possibilité de gouverner jusqu'en 2030. Le mandat des députés est désormais limité à 6 ans renouvelable 2 fois et pour la Cour constitutionnelle, il est à 6 ans renouvelable une seule fois. Beaucoup dénoncent le non-verrouillage du mandat présidentiel. Le verrouillage de la durée des mandats, on ne retrouve pas ça dans la nouvelle proposition, dans la nouvelle loi. Le problème de compteur à 0. Donc la nouvelle constitution dispose que les mandats passés et les mandats en cours ne sont pas pris en compte. Troisième chose, l'immunité accordée au président de la République. Cela ouvre la voie à beaucoup d'abus. Dans la nouvelle constitution dont dispose le Togo, à l'article 75 nouveau, les anciens présidents de la République sont de plein droit membres à vie du Sénat. Cet article précise également qu'ils ne peuvent être poursuivis, arrêtés et jugés pour les actes posés durant leur mandat. D'autres modifications constitutionnelles touchent notamment les corps habillés, la Cour des comptes et les cours régionales de comptes. Jean-Pierre Bemba réclame plus de 76 millions de dollars à la Cour pénale internationale pour erreurs judiciaires et pour les dommages infligés à ses biens pendant ces 10 années de détention provisoire. Une somme qui représente quasiment la moitié du budget annuel de la juridiction internationale. La demande a été plaidée ce jeudi lors d'une audience devant la CPI. L'ancien président de la République démocratique du Congo et le président du mouvement pour la libération du Congo avaient été acquittés en appel en juin 2018 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique en 2002. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin annonce une grève le 15 mai, une grève de 24 heures pour dénoncer la situation précaire, les conditions de travail difficiles pour les salariés, des travailleurs qui souhaitent mettre la pression sur un régime de plus en plus controversé qui est allé jusqu'à réprimer les traditionnelles manifestations du 1er mai. Reportage Lefti Ounou commenté par Marcel Farba-Maroun.
La CSTB, Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, annonce une grève générale de 24 heures, une cessation de travail prévue pour le mercredi 15 mai 2019 et qui fait suite à un sit-in tenu le 23 avril 2019. Leur marche pacifique aura été réprimée par les forces de l'ordre le 1er mai 2019 lors de la célébration de la fête du travail. Ce qui sous-tend cette grève générale que nous lançons, c'est que depuis un certain temps, les travailleurs du Bénin sont confrontés à un problème de dialogue de sourds avec le gouvernement. Aucune de leurs revendications n'a été satisfaite. Les travailleurs béninois revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail et le retrait des lois qui piétinent un certain nombre d'acquis sociaux. La grève générale projetée intervient non seulement dans un contexte de non-satisfaction de leurs revendications, mais aussi de mise en œuvre de la réforme législative portant limitation de droit de grève à 10 jours par an. La limitation du droit de grève est scélérate, elle est arbitraire et ça fait partie de ce que nous dénonçons. Pour l'instant, c'est une grève de 24 heures. Si vous voulez que le syndicat continue de vivre au Bénin, si vous voulez que les travailleurs obtiennent satisfaction de leurs revendications, si vous voulez que nos droits continuent d'être défendus, mobilisez-vous massivement pour observer cette grève-là. Selon certains observateurs, cette cessation de travail le 15 mai devrait impacter considérablement la dynamique des activités économiques dans le pays. Rappelons que cette grève générale a été lancée par la CSTB sans la participation des autres confédérations syndicales. L'Afrique face au déficit énergétique. Près de 650 millions de personnes sont privées d'électricité. Des secteurs entiers sont fragilisés. C'est le cas notamment en Côte d'Ivoire où, malgré d'importants progrès réalisés ces dernières années, plusieurs zones rurales restent paralysées. L'électrification de ces zones, l'une des priorités affichées par le gouvernement qui ambitionne d'atteindre 100% de sa population raccordée à l'électricité à l'horizon 2025. Reportage Olive Adjakotan. Selon le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, toutes les localités peuplées d'au moins 500 000 habitants seront électrifiées d'ici 2025 grâce au programme national d'électrification rurale. Le département de Dabakala au centre-nord du pays, par exemple, avec 14 villages électrifiés entre 1960 et 2011. Aujourd'hui, grâce à ce programme, 134 villages ont accès à l'énergie électrique. Ça veut dire qu'en 7 ans, grâce à la politique du président Alassane Ouattara, il y a 120 villages qui ont bénéficié de l'électricité. C'est dans tous les secteurs et c'est dans toutes les régions de Côte d'Ivoire que c'est fait comme ça. Le nombre de localités électrifiées connaît également une croissance de 55% en 7 ans en Côte d'Ivoire. Il est passé de 2847 en 2011 à 4469 en 2018 selon les autorités et devrait atteindre 77% à fin 2019, voire les 100% en 2025. Nous luttons pour que le coût puisse baisser. À chaque fois que le nombre de consommateurs d'électricité vont augmenter, nous allons toujours demander qu'on revoie le coût de l'électricité à la baisse. En rappel, avec une production de 9 843 gigawatts, le secteur de l'électricité enregistre un solde positif de 1042 milliards de francs CFA selon le Conseil des ministres du 8 mai 2019. Une enfance en danger en Centrafrique en raison du conflit persistant. Des enfants enlevés, enrôlés, ils sont des milliers à avoir été pris dans les filets des groupes rebelles qui se combattent depuis 2013. Dans les moments de détente politique, comme c'est le cas depuis la signature de l'accord de Khartoum le 6 février, il y a peut-être une opportunité pour la libération de ces enfants. Nathalie Mauve. Les autorités de la République centrafricaine présentent l'accord de paix de Khartoum comme un outil pour la protection de l'enfance dans le pays. Depuis sa signature le 6 février 2019, 155 enfants soldats ont été démobilisés des rangs des rebelles Séléka. Cet accord de paix est déjà salué parce qu'il traduit en réalité la prise de conscience de part et d'autre de la situation de vulnérabilité des enfants, qu'il faudrait que les parties prenantes, les parties ayant signé cet accord s'engagent véritablement par des actions, par la mise en œuvre, des mesures d'accompagnement concrètes sur le terrain. En République centrafricaine, 2/3 des enfants ont besoin d'une aide humanitaire, un quart est déplacé ou réfugié et des millions d'autres sont déscolarisés, mal nourris et exposés à des maladies, à la maltraitance et à l'exploitation des enfants qui ont besoin d'être mis au centre de la résolution du conflit dans leur pays. Il est question qu'on leur présente également des alternatives.
C'est des enfants, ils ont des droits, ils doivent repartir à l'école, ils ont besoin de manger, de se vêtir, de retrouver un équilibre familial. Donc, au-delà justement de cette volonté, on s'attend à ce que des mesures d'accompagnement soient effectivement mises sur pied. Et au-delà même, on voudrait que la crise en elle-même s'arrête. La campagne Agir pour protéger les enfants affectés par les conflits a été lancée en République centrafricaine en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Dans cette lancée, le gouvernement prévoit l'adoption d'un code de protection de l'enfant d'ici fin 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.